Bonsoir Jean-Marie Bockel. Bonsoir. Vous êtes ancien député, ancien sénateur, vous avez été secrétaire d'État à la Défense et aux anciens combattants en 2008 et 2009. Vous êtes aujourd'hui retiré de la vie politique, mais vous prenez la parole car l'actualité est venue percuter le drame personnel que vous avez vécu. Votre plus jeune fils, le lieutenant Pierre-Emmanuel Bockel, est mort au Mali où il était engagé au sein des forces françaises. Et alors que les propos du chef d'état-major des armées sur le fait que la France doit accepter de perdre ses enfants ont suscité beaucoup de réactions pour certaines critiques. Vous avez souhaité prendre votre part dans ce débat. Vous êtes là notamment pour ça ce soir. On vous en remercie. Avant de vous entendre, Jean-Marie Bockel, c'est l'heure de notre rendez-vous avec vrai ou faux. Et c'est Louis Augry qui est là ce soir. Bonsoir Louis. En plein débat sur le budget, le président des Républicains, ancien ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, était invité sur notre antenne aujourd'hui où il a pointé la baisse du niveau de vie des Français. Les Français s'appauvrissent. Désormais, le niveau de vie italien est supérieur au niveau de vie français. Entre un niveau de vie allemand et un niveau de vie français, c'est 7 000 €. Alors, est-ce que c'est vrai ? Alors, vous avez entendu Bruno Retailleau, il prend deux exemples très précis pour montrer que les Français s'appauvrissent. L'Allemagne d'un côté, l'Italie de l'autre. Déjà, il faut savoir que pour parler du niveau de vie, il y a un indicateur qui est parfois utilisé pour comparer les pays. C'est le PIB par habitant en standard de pouvoir d'achat, en SPA. C'est un indicateur un peu précis qui est censé en fait prendre en compte les différences du coût de la vie d'un pays à l'autre. Et c'est de ça dont parle ici Bruno Retailleau. Et effectivement, ces chiffres, on les retrouve du côté d'Eurostat, le site rattaché à la Commission européenne. D'abord pour l'Allemagne. Bruno Retailleau, il nous dit qu'on a 7 000 € d'écart sur notre niveau de vie par rapport à nos voisins allemands. Selon les chiffres de 2024 d'Eurostat, les derniers disponibles, c'est 39 100 € pour un Français contre 45 500 pour un Allemand, ce qui nous fait environ 6 400 € d'écart entre les deux pays. C'est un peu moins que ce que nous dit Bruno Retailleau, mais globalement, on est sur le même ordre d'idées. D'accord. Et pour l'Italie ? Alors pour l'Italie, Bruno Retailleau nous disait que les Italiens, ils avaient un meilleur niveau de vie que nous, les Français. Et autant que les Allemands soient plus riches, ça peut paraître plus logique. En revanche, ça peut être plus intéressant, plus surprenant du côté italien. Et si on va chercher les mêmes chiffres, toujours du côté d'Eurostat, là, c'est pas tout à fait exact. Les Italiens n'ont pas un meilleur niveau de vie, mais c'est vrai, ils nous ont rattrapés. On l'a dit, 39 100 en France en 2024 contre 38 900 pour l'Italie. Ce rattrapage italien, il a été très médiatisé ces derniers mois, on en a beaucoup parlé et cette tendance, on la retrouve aussi avec d'autres sources, notamment l'OCDE qui en parle aussi. On est aujourd'hui très proche de nos voisins italiens. Mais des économistes nous invitent aussi à la prudence. Oui, exactement. On a discuté avec plusieurs spécialistes qui pointent deux choses. D'abord, depuis le début, vous avez compris, on parle d'un indicateur, le PIB par habitant. C'est un indicateur intéressant, mais qui est loin d'être parfait, en fait, tout simplement parce qu'il se base sur des moyennes. Donc forcément, ça ne prend pas en compte les différentes inégalités qu'il peut y avoir dans un pays. Il pourrait y avoir beaucoup de gens très riches, beaucoup de gens très pauvres. Cet indicateur, il ne le dit pas. Donc d'autres économistes préfèrent passer par d'autres indicateurs. Ensuite, il y a une deuxième chose sur le sujet dont on parlait tout à l'heure, du rattrapage italien qui est très souvent évoqué. Certains économistes parlent de chiffres en trompe-l'œil, là aussi pour plusieurs raisons. On est sur une croissance italienne qui a largement été dopée, boostée par les aides européennes à la sortie de la crise sanitaire. Et puis surtout, en Italie, il y a une baisse démographique qui est très importante. Résultat, mécaniquement, ça fait augmenter le PIB par habitant parce que les Italiens, ils sont tout simplement de moins en moins nombreux à partager la richesse qui est créée. Donc en gros, si on résume, les chiffres de Bruno Retailleau, ils sont pas faux, mais cet indicateur qu'il décide de prendre est à prendre avec beaucoup de précautions. Merci beaucoup Louis pour ces explications. Le rendez-vous hebdomadaire avec toute l'équipe de Vrai ou Faux, c'est le samedi à midi. Merci beaucoup. Jean-Marie Bockel, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle donc que vous avez été secrétaire d'État à la Défense et le 25 novembre 2019, vous avez perdu votre plus jeune fils, Pierre-Emmanuel Bockel, au Mali. Il était engagé dans l'opération Barkhane de l'armée française, opération de lutte contre le djihadisme au Sahel, qui a pris fin en 2022. Il est mort dans un accident d'hélicoptère qui a coûté la vie à 13 soldats français en tout. 6 ans, quasiment jour pour jour après ce drame, l'actualité est venue percuter votre deuil après la polémique suscitée par les propos du chef d'état-major des armées, le général Mandon, qui mardi dernier, face au congrès des maires, a jugé nécessaire, dans le contexte international de plus en plus tendu que l'on connaît, que notre pays restaure sa force d'âme, je reprends ces mots, sa force d'âme pour accepter de nous faire mal, pour protéger ce que l'on est, qu'il soit prêt, notre pays, à accepter de perdre ses enfants. C'est cette dernière phrase en particulier qui a été très critiquée. Comment vous l'avez comprise ? Comment vous l'avez reçue ?
Je pense connaître un peu le général Mandon, puisque j'étais amené à travailler avec lui, notamment quand je m'étais occupé de la reconfiguration des bases militaires françaises en Afrique. Il était à l'époque à l'Élysée. On travaillait en lien avec son prédécesseur, Thierry Burkhardt, et c'est quelqu'un de posé. Ça n'est sûrement pas un va-t-en-guerre ou un provocateur. Et je pense que ce propos s'inscrit dans une présentation un peu sur les enjeux géopolitiques, sur les enjeux, les nouveaux risques et la nécessité évidemment de se préparer. Et tout son propos a porté sur une préparation à la fois militaire, en termes d'équipement, en termes industriels, de capacité du pays, mais aussi il a évoqué la dimension morale. Et quand on voit comment nos adversaires potentiels, enfin je pense notamment à la Russie, nous observent, intervient dans nos débats par des moyens très sophistiqués ou plus prosaïques, on se dit que cette dimension morale va de pair avec la nécessaire montée en puissance des moyens de défense, y compris d'ailleurs au niveau européen. On y reviendra peut-être. Et à la fin de ce propos, il évoque cette question du risque pour des soldats qui sont engagés. Moi, évidemment, ça m'a parlé parce que quand notre fils s'est engagé, comme ses camarades, eh bien, évidemment qu'il le savait. D'ailleurs, vous savez, les soldats font, avant de partir en OPEX, toujours une photographie qui est censée servir en cas de drame. Ils en plaisantaient, mais en même temps, ils le savaient, nous le savions. On imagine toujours que ça n'arrivera pas. Et quand ça arrive, évidemment, on ne s'y attend jamais. Mais je dis ça parce que, pour moi, ce risque, surtout dans un pays qui est économe de la vie de ses soldats, également proche des blessés. Moi, je préside une association, justement, depuis lors, qui s'appelle Solidarité Défense, où on est aux côtés des blessés, des familles des tués, etc. Dans un tel pays, la force morale, c'est aussi l'acceptation de ce risque. Le problème du débat médiatique, c'est que il y a eu la polémique, tout ça a effacé tout le reste, mais il m'a paru utile, effectivement, non pas de prendre sa défense, il n'a pas besoin de moi, mais de dire que moi, je comprenais ce qu'il avait voulu dire. Vous avez dit que sans être dans le secret des dieux, vous imaginiez, le connaissant, que ce n'était pas un propos qu'il avait tenu comme ça, la tête en l'air. Bien sûr. Est-ce que ça veut dire, comme on a entendu Emmanuel Macron tenir un certain nombre de propos, est-ce que vous considérez que cette notion de réarmement moral, elle est nécessaire? En clair, est-ce qu'il faut secouer un peu les Français? C'est dit vulgairement, mais... Je veux dire, sur la question de secouer, on voit bien, et on l'a vu là avec les propos de Fabien Mandon, qu'à partir du moment où on évoque certains sujets, ça secoue, il y a un débat, il y a une polémique, mais au fond, on en parle. Et ça, au fond, ça oblige chacun à réfléchir, à se poser des questions. Après, le terme de réarmement moral peut être un terme connoté. D'ailleurs, il y a eu par le passé un mouvement pour le réarmement moral. Je ne me situe pas, en évoquant ce terme, sur une position moralisante, mais sur l'idée que, permettez-moi d'employer une expression un peu de tous les jours, dans ce genre de circonstances, face à ces menaces réelles, il faut qu'on ait le moral. C'est-à-dire qu'il faut que le pays, dans toute sa diversité, la jeunesse, les soldats, mais aussi des gens qui ne sont pas soldats, qui n'ont pas vocation à l'être, se sentent concernés. Et on est tous pareils, on pense tous que c'est loin, et puis que ça passera, mais regardez, nous sommes en Europe, partenaires également de l'OTAN, partenaire européen de l'OTAN. On a déjà des soldats dans les pays baltes, au sol, mais également en l'air, pour sécuriser leur espace aérien. On a des soldats en Roumanie, pas tout seul, avec des partenaires européens, allemands, britanniques, des pays plus petits également. Et comme le disait le même Gérald Mandon il y a quelques semaines, dans une autre intervention, il disait « Les Russes, dans les prochaines années, il est probable qu'ils nous testent durement. Et nous, c'est pas le territoire national français d'abord, c'est ces frontières de ce qui est notre solidarité. Alors on peut se dire, oui, mais ok, c'est loin, on a des soldats qui sont là, peut-être. Mais en fait, si la solidarité à la fois européenne et européenne au sein de l'OTAN ne s'exerce pas, si à un moment donné, il y a un
vous savez, un oups, ah oui, à la frontière, eh bien, à ce moment-là, c'est un signe de faiblesse que nous montrons. C'est ça la dimension morale aussi, vous voyez. Il y a la solidarité européenne et puis il y a l'unité française. On a vu Aussi. que ces propos avaient suscité une polémique. Ils avaient été contestés par une partie de la gauche. Jean-Luc Mélenchon s'est dit en désaccord total. Fabien Roussel, le communiste, a dénoncé un discours va-t-en-guerre insupportable. On l'écoute, il était en meeting le week-end dernier. Jamais nous n'accepterons que la France participe à cette escalade guerrière. Jamais nous ne voterons de crédits militaires et les pleins pouvoirs à des dirigeants prêts à envoyer nos enfants se faire tuer pour des guerres qui ne sont pas les nôtres. Jamais. Jamais nos enfants iront se faire tuer pour des guerres qui ne sont pas les nôtres. Comment vous réagissez à ces propos? Moi, j'ai beaucoup d'estime pour lui, mais ces débats, ils ont déjà existé dans l'histoire à plusieurs reprises. Des courants pacifistes extrêmement forts ont divisé la vie politique et l'opinion politique française à différents moments, pendant les deux grandes guerres. Parfois, d'ailleurs, ça a amené un certain nombre de responsables, notamment politiques, à faire les mauvais choix. Collaboration. Et ça, si vous voulez, oui, en effet. Ou simplement, avant même de parler de ce basculement vers la collaboration, simplement le refus de se défendre. Donc, je pense qu'à gauche, vous parliez de la gauche, le soldat citoyen, je crois que c'est Jaurès qui a inventé cette expression, après avoir tout fait pour que la guerre de 14 n'ait pas lieu. Vous savez, c'est toujours d'actualité, on parlait de mon fils Pierre-Emmanuel. Mon fils Pierre-Emmanuel était pacifiste. Il se voulait soldat de la paix. Et il le disait. Et il était porté par un idéal à la fois de fraternité avec l'Afrique, où il avait été comme scout, on avait été ensemble. Enfin, dans la famille, on a un certain amour de l'Afrique et de ses habitants. Pour nous, c'est quand même un continent qui est à nos portes. Et puis, aussi, évidemment, un engagement, c'est aussi défendre son pays quand c'est nécessaire, mais pas du tout dans un esprit va-t-en-guerre. Donc, le discours pacifiste, ok, il existe, mais il ne doit pas non plus nous empêcher de garder, si je puis dire, sur ces sujets, le calme, j'allais dire des vieilles troupes, mais le calme des républicains que nous sommes tous. Justement, est-ce qu'il n'y a pas, depuis un certain temps, vous avez cité Jaurès tout à l'heure, du côté de la gauche, je parle, la LFI a réagi de cette façon, et le Parti communiste, un côté, la guerre c'est mal, la paix c'est bien, et notamment quand François Mitterrand, en 83, qui s'adressait aussi à son camp. Au moment de l'installation des SS-20, c'est-à-dire qu'en gros, les Russes pouvaient nous atteindre et que nous, on ne pouvait rien faire, quand il avait dit à Bruxelles, eh bien, les pacifistes sont à l'ouest et les missiles, les euromissiles, sont à l'est. Est-ce qu'il y a toujours eu un petit retard à l'allumage de la gauche sur ce type de sujet? Enfin, moi, vous savez, vous connaissez mon... Oui, c'est pour ça que je ne fais plus de politique depuis 5 ans, mais j'ai eu un parcours qui m'a amené à être très longtemps au Parti socialiste et ensuite à rejoindre l'ouverture et ensuite le centre. Donc, je porte un regard avec un certain recul. À gauche, il y a... dans la gauche française, à l'intérieur de la gauche française, ces débats ont toujours existé. La gauche, ça n'est pas le pacifisme. Beaucoup de socialistes, à l'époque où j'étais député socialiste, où j'étais au gouvernement sous François Mitterrand, étaient convaincus de la nécessité d'une défense associant d'ailleurs également la nation, les citoyens. Je citais tout à l'heure Jaurès. Donc, il y a une tradition de gauche qui n'est pas va-t-en-guerre, mais qui, comment dirais-je, porte l'esprit de défense, comme il y a cette tradition également à droite ou ailleurs. Et puis, il y a cette tradition qui a toujours existé, qui n'est pas que d'ailleurs de gauche, pacifiste, voire anarchiste, etc. Bon, voilà. Moi, je trouve qu'il est sain qu'à un moment où on peut encore sereinement avoir ce débat, puisque les agressions sont encore... Voilà, qu'on ait ces discussions, qu'on prépare les esprits à des évolutions. D'ailleurs, la question du service militaire s'inscrit aussi, j'imagine, dans cette réflexion. Donc, ça ne me choque pas, mais en même temps, comment dirais-je... ça ne me convainc pas non plus, ce type de propos. À quoi il faut préparer les esprits précisément, selon vous ?
Bon, il faut préparer les esprits à ce que, on espère tous, qu'on ira vers une solution de paix acceptable, digne en Ukraine, on l'espère tous. Si cela devait advenir, ce n'est pas encore le cas, penser que voilà, on souffle, le danger est passé, ce n'est pas le cas. Hein. Ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, un certain nombre de messages documentés, réfléchis, on a quand même des informations, hein, sont de nous préparer à ce que nous entrions, et que ce soit au nord de l'Europe, il y a la question de la Russie, mais également dans d'autres parties du monde. Hein, nous ne sommes pas les seuls. Hein, il y a le Pacifique, il y a beaucoup d'endroits où on sent un peu les bruits d'une guerre qui n'est pas si loin. Hein, et sans même parler de guerre, hein, de conflits peut-être localisés, mais très durs, où on teste notre capacité de résilience, également de solidarité et d'unité entre pays qui portent ces valeurs démocratiques qui sont les nôtres en Europe. Et tout ça, effectivement, c'est bien de s'y préparer moralement. C'est-à-dire qu'on ait le moral, en quelque sorte, et qu'on ne soit pas dans la fuite ou dans le déni de réalité. Et on peut le faire sans être dans le catastrophisme. Alors, ça veut dire aussi, militairement, il y a eu des lois de programmation militaire qui ont permis un progrès, alors qu'à un moment donné, il y a encore pas si longtemps, on était dans les dividendes de la paix. Hein, on pouvait un peu réduire la voilure. Donc là, on a commencé à rattraper. Moi-même, quand j'étais encore sénateur, j'étais à la Commission de la Défense, on a travaillé sur ces sujets. Il y a aussi, bien sûr, une part d'économie de guerre. Souvent, les militaires français, et, avant déjà Général Mandon, déjà son prédécesseur ou d'autres grands chefs, disaient au bout de quelques jours, voire quelques semaines, aujourd'hui, si on était dans un conflit, les munitions manqueraient. Donc voilà, il y a également les équipements, il y a la problématique des drones, il y a aussi la dimension capacitaire. Ça, c'est la question du nombre de soldats qui sont capables, côté français, d'être avec leurs alliés dans ce monde qui vient. Ça, c'est logistique. Oui. Je vais reprendre la question que je vous ai posée tout à l'heure sous une autre forme. Il y a un sondage BFM TV Lab dont le résultat est que 56% des personnes interrogées considèrent que M. Mandon a eu tort de dire ça. Et qu'en gros, ça effraie plus que ça ne prépare à être à ce C'est-à-dire que 44% ne le pensent pas. 44% parce qu'il a raison. Vous savez qu'il y a un autre sondage, vous le connaissez sûrement mieux que moi, qui disait il y a quelques heures ou jours que 48% des jeunes Français étaient prêts à envisager. Ça ne veut pas dire que... Non. Je rappelais l'histoire de mon fils. Personne ne veut mourir à la guerre. Mais vous voyez, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui, et je trouve que c'est plutôt encourageant, une minorité importante de Français de tous bords et de toutes origines, qui sont sensibles à cette problématique. Ça aurait été, je ne sais pas, ce sondage, ça aurait pu être le cas, certains le pensaient, 80 ou 90%. J'aurais dit, Mais quand toute la rhétorique que vous voyez, aussi bien chez les journalistes ou certains politiques, que certains qualifient d'esprit munichois, quand on entend « on ne va pas aller mourir pour Kiev », justement, quand on est le père de quelqu'un qui n'a probablement pas pensé comme ça, non. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux jeunes ou aux plus vieux, enfin ceux qui ont des enfants, parce que dans le sondage, ceux qui sont les plus rétifs à entendre le discours de Mandon, c'est des parents, c'est la tranche des gens qui ont des jeunes hommes ou des jeunes femmes je le comprends. En âge. Mais qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour dire qu'on ne peut pas... Je le comprends. Écoutez, ce qu'on peut dire n'a pas forcément toujours l'effet qu'on souhaite. Parce que les leçons de morale, les donneurs de leçons, etc., en général, ça ne passe pas. Par contre, au fond, dans l'enjeu moral d'un pays comme le nôtre, il y a la question de l'engagement. De l'engagement en général. Même un engagement qui peut être contre ses idées, mais de l'engagement. Aujourd'hui, les possibilités de s'engager, y compris avec une idée d'aider son pays, hein, on pourrait même appeler ça un esprit patriotique au meilleur sens du terme, hein, pas nationaliste, pas patriotique, eh bien, aujourd'hui, et depuis quelques années,
il y a bien sûr, on peut s'engager comme réserviste dans l'armée. Il y a de plus en plus de jeunes qui le font, mais aussi dans chez les militaires de la gendarmerie nationale, dans la police nationale, dans la justice, dans d'autres administrations. On peut s'engager également dans des ONG, dans le monde associatif, au service d'autrui, au service de valeurs, l'engagement. À partir du moment où il y a engagement, il y a débat. Vous savez, moi, quand j'étais jeune, j'ai fait mon service militaire, j'étais au PS à l'époque, proche de Jean-Pierre Chevènement. J'avais choisi de faire les EOR, d'être officier de réserve dans l'esprit du soldat citoyen. Et dans ma région en Alsace, j'avais un camarade qui était, lui, dans le mouvement d'action non violente. Il n'était pas du tout sur cette ligne. Et on avait des débats extrêmement vifs, mais c'était passionnant. C'était passionnant. D'ailleurs, j'étais jeune avocat à l'époque et j'ai plusieurs fois défendu des objecteurs de conscience au tribunal militaire de Landau en Allemagne. C'était encore le tribunal des forces françaises en Allemagne. Et quand j'étais devant les juges militaires, j'ai dit, écoutez, moi qui suis officier de réserve, sous-entendu, voilà, j'ai fait mes choix. C'était une époque assez antimilitariste, les années 70. Je défends des personnes que je respecte parce qu'ils se sont engagés pour des opinions qui ne sont pas les miennes. Mais voilà, c'est bon. Donc, l'engagement. L'engagement, c'est la base. Et à partir de là, la démarche, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, qui sera annoncée demain, d'aller vers un retour d'un service militaire volontaire, c'est aussi une possibilité d'engagement. Et voilà, c'est comme ça que je vois un petit peu les choses. Eh bien, parlons-en. C'est donc Emmanuel Macron qui devrait demain se rendre à la 27e brigade d'infanterie de montagne à Vars, en Isère, annoncer... voilà, pour l'instant, d'après ce que l'on sait, un nouveau cadre pour servir au sein de nos armées. Vous en savez un peu plus, vous, sur ce qu'il va annoncer ? Je suis un peu comme vous, mais ça m'intéresse, donc je vais aux nouvelles. En fait, c'est vrai qu'on est sur l'échec du SNU, Service National Universel, où la montagne a un peu accouché d'une souris parce qu'on avait des objectifs trop contradictoires. Enfin, on voulait que tout le monde y aille, mais bon. Donc là... on est sur un objectif plus clair, qui répond bien sûr à des attentes capacitaires sur les années à venir. J'ai entendu dire, comme vous, qu'on allait vers les 50 000 d'ici plusieurs années quand même, d'ici 2035, mais étape par étape. Mais c'est vrai que ça coûte cher, c'est vrai qu'il faut que ces soldats du service militaire volontaire puissent trouver leur place dans les différentes unités. Mais ça vient en plus de la réserve, qui a considérablement augmenté ces dernières années. Et ça sera à la fois, ils seront formés pendant quelques semaines ou un peu plus s'ils veulent être cadres, mais ensuite, pendant quelques mois, si c'est 10 mois, c'est ce qu'on entend, ils serviront dans des unités. Et ensuite, eh bien, ce service peut aussi être un vivier pour la réserve. Beaucoup auront envie de poursuivre une forme d'engagement ou tout simplement de signer d'ailleurs un contrat, alors pour le coup de soldats professionnels. Donc tout ça au fond n'est pas énorme, mais ça crée un état d'esprit. C'est volontaire parce que de toute façon, je ne vois pas comment on aurait pu revenir en arrière. Et on n'est pas les seuls en Europe à s'engager, et certains ont de l'avance sur nous dans cette démarche. Donc là aussi, ça nous ramène à la question du moral. Mais il y a aussi des questions très pragmatiques, à côté des enjeux technologiques, d'équipement, de moyens. Il y a aussi cet enjeu humain, et qui d'ailleurs... peut aussi continuer, c'est déjà le cas très largement, à rapprocher l'institution militaire, l'armée, de la nation, ce qui est d'ailleurs très largement le cas. L'armée est plébiscitée lorsqu'on interroge les Français. Vous n'avez pas peur vis-à-vis des plus jeunes, puisque ceux qui sont concernés non pas par la réserve, mais par ce service, qu'ils aient quelquefois une réflexion qui est de se dire, prenons le cas du Mali, même si c'est douloureux pour vous, il est allé 4 fois en OPEX, c'est ça ? Oui. Au Mali, et vous dites avoir des débats avec votre épouse où on peut se demander en disant sur l'opération Barkhane, puis Serval, et on est parti finalement. Ouais. Est-ce que tout ça servait vraiment à quelque chose ? Est-ce que c'est un débat qu'il est sain d'avoir ou qui au contraire peut démobiliser tout le monde ? Je pense qu'il faut avoir tous les débats. Le pire, c'est de dire non, on n'en parle pas, on ne veut pas... Non. D'abord, la question, elle est totalement pertinente, et d'ailleurs, moi aussi, j'ai pu me la poser.
Il se trouve que l'exemple du Mali est intéressant parce qu'il se trouve que par les hasards de la vie, c'est un pays que je connais très bien. C'est peut-être le pays d'Afrique que je connais le mieux. J'ai eu une coopération décentralisée comme maire pendant de très longues années. J'y suis allé à différents titres. J'y ai beaucoup de contacts, pas seulement dans les hautes sphères, mais aussi à la base, élus ruraux, gens du village, etc. J'ai gardé beaucoup d'amis et je sais que avec tout ce qui se passe en ce moment de terrible, cette junte sur laquelle je ne ferai même pas de commentaires, l'échec d'ailleurs face à la pression djihadiste dans laquelle ils sont, l'échec également de la méthode Wagner, etc., on pourrait penser que c'est la fin de l'histoire et que finalement ce califat qui avait été la justification pour l'empêcher de Serval puis Barkhane va revenir insidieusement. Sauf que si vous regardez l'histoire de ces pays, ils ont déjà connu des hauts et des bas. Il y a une résilience. Il y a une société civile, on s'aime. Moi, j'y suis allé plusieurs fois depuis la mort de mon fils, avant le deuxième coup d'État. Et les gens, mais comme souvent, à la fois, leur sort ne s'est pas amélioré, parce qu'il y a aussi des enjeux de gouvernance qui ne sont pas le fait de la France, mais de la manière dont chaque pays décide de conduire son destin. Et ils sont, les gens que j'ai rencontrés, j'ai compris qu'il y avait du mécontentement par rapport à leur vécu, par rapport à leurs inquiétudes, mais aussi une reconnaissance par rapport à notre engagement. Et ils me l'ont dit aussi. Donc, ce que je voulais dire, pour répondre encore plus simplement, ce qu'on sème de bien, et là, c'était la démarche qui avait été engagée à l'époque par le président Hollande, c'était une démarche qui était une démarche, à mon avis, bonne. Après, il y a la question de la durée, il y a la question du G5 Sahel qui ne s'est pas passé comme prévu, etc. Merci. Mais ce qu'on sème, ça n'est pas pour rien. Et donc, quand on meurt, quand on se bat et qu'on est blessé ou qu'on meurt pour défendre ces valeurs et cette fraternité, sur le long cours, ça n'est jamais pour rien. Et votre fils n'est pas mort pour rien. Merci beaucoup. Ça, j'en suis sûr. Merci beaucoup, Jean-Marie Bockel, d'avoir été notre invité ce soir dans Tout est politique. Les informés de France Info tout de suite.